Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Steven Kitira, un nouvel invité qui m'inspire et avec qui on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui l'anime. On va creuser un peu au fond de lui, essayer de voir un peu à quoi ressemble le monde à travers ses yeux, tout simplement. Se confronter à un nouveau point de vue. Et aujourd'hui, on aura une thématique un peu particulière du lien. Parce qu'il faut savoir que Steven, c'est pas n'importe qui. Steven, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'interviews et des personnalités diverses et variées. Vraiment, en tant que podcasteur, évidemment, j'ai beaucoup d'admiration pour tout ça. Je vais le laisser nous révéler tout ça, comment il choisit ces personnes-là. Est-ce que des fois, je pense qu'on a tous des personnes qu'on admire et qu'on voudrait interviewer. Est-ce que tu as réussi à faire ça? Qu'est-ce que ça fait de réussir à faire ça? Voilà, toutes ces questions qui vont guider tout le podcast. Et comme d'habitude, de toute façon, c'est une conversation, on va aussi potentiellement se perdre. On est humain avant tout. Donc voilà, accrochez-vous et installez-vous bien. Bonjour Marius, je te remercie en tout cas de m'inviter dans ton émission. C'est un grand plaisir de pouvoir partager un peu mon parcours. Et si ça peut en tout cas inspirer celles et ceux qui veulent se lancer, quel que soit leur projet, why not? C'est ça, mais t'as tout compris, c'est exactement l'idée du podcast. Moi, je me suis lancé il y a pas si longtemps que ça, donc c'est encore tout frais pour moi et globalement, c'est un parcours tout con. J'ai découvert qu'on pouvait être coach, j'ai découvert qu'on pouvait vivre sur les réseaux, tout ça, j'étais à des années-lumière de tout ça. Et ton parcours, toi, vivre uniquement du podcast, déjà, c'est pour ceux qui savent pas, je l'ai pas encore atteint, mais rien que le rythme, t'as combien d'épisodes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis à plus de 600 interviews. Je précise en 7 ans parce que le temps est important, tu vois. On veut aujourd'hui faire des interviews pour faire des interviews. On est beaucoup dans la quantité. Et moi, tu vois, c'est drôle. J'ai jamais voulu atteindre un chiffre au départ, tu vois. J'avais créé un petit carnet avec des gens que je voulais interviewer, que j'ai pas du tout respecté. Et je me suis laissé guider par mes inspirations, par la société, par des choses qui vraiment m'intéressait, tu vois, me nourrissait. Et au fur et à mesure, tu vois, ça a pris, quoi. Je dis toujours, je suis plus un passionné, mais je suis habité, en fait, par ce que je fais. Et quand tu es dans cette énergie-là, écoute, tu rencontres des gens incroyables qui viennent vers toi, tu viens vers eux. Et on atteint, voilà, aujourd'hui 600 interviews. Voilà. Je suis pas très sport, mais tu as interviewé, c'était qui? C'était Tsonga? Oui, Jory Finsonga à Vivatech. Énorme. T'as interviewé quand même des gros noms. C'est quoi? Est-ce que des fois il y en a, t'étais vraiment genre, je suis méga fan, je les interviews et du coup fatalement je suis méga content. Ça se passe un peu comment avec toi? Écoute, tu vois, moi j'ai toujours été attiré par des personnes, pas forcément des stars, tu vois. Par exemple, tu vois, j'adorais un acteur à l'époque. Je regardais beaucoup des films de Jean-Claude Van Damme. C'était très connu, ça passait à la télé. Et il y avait un méchant qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelait Tempo. Il jouait un rôle d'un Thaïlandais, un méchant Thaïlandais. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il existe toujours? Enfin, est-ce qu'il est toujours là, ce monsieur Tempo? Et je l'ai trouvé, donc Mohamed Kissi s'appelle, marocain d'origine. Et je me suis dit, tiens, lui, c'est quelqu'un que je rêverais de rencontrer, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il me faisait peur. Tout petit, il me faisait peur, ce monsieur-là. Donc je le contacte, on se rencontre. Et voilà, tu vois, ça, c'était une des plus belles rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré un de mes acteurs préférés. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ouais, moi, j'avoue que moi, c'est beaucoup d'acteurs et moi, je fais des distinctions entre les différentes personnes que j'admire. Il y en a, c'est de longue date, j'ai grandi avec. Je pense notamment à des streamers. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué avant quand j'étais beaucoup plus geek que maintenant. Et à côté de ça, il y a des personnes qui vont être un peu plus dans le dev perso, incarner moi, ce que j'admire actuellement, c'est une certaine lenteur. Il y a Florent que j'ai invité récemment. Lui, il a un ton. Quand il parle, il a un rythme différent du rythme de la société qui est très rapide, avec le stress, avec une chose. Et actuellement, j'admire beaucoup ces personnes qui ont cette lenteur-là. Et globalement, en fait, il y a quelque chose de plus complet dans mon admiration. Alors que certaines personnes, ça va être vraiment un petit détail. Par exemple, le fait qu'il peut faire peur. Moi, je suis pas très tactile. Ceux qui sont qui vont s'exprimer beaucoup comme ça. Ceux qui sont habités, comme tu as dit, le terme habité, je trouve que c'est un terme très très fort et c'est une belle distinction que tu as rappelé. Et toi, ça marche comment du coup?
Tu fais des distinctions comme ça, toi, entre quelqu'un qui va être plus global ou vraiment il y en a un, genre lui, vraiment cette touche de sa personnalité, tu veux l'avoir? En fait, ça paraît un peu égoïste ce que je vais te dire, mais je me focalise sur ce que j'ai envie. Tu vois, je suis pas les tendances, la mode, un tel en ce moment, c'est la personnalité du moment et il faut l'interviewer. Je n'ai jamais pensé comme ça. J'ai pris un autre chemin. Chacun son chemin, tu vois. À un moment donné, moi j'ai pris une autre direction qui me correspondait plus. Tu vois, c'est important, je pense, de faire les choses par rapport à soi. Le soi, comme on dit, le soi c'est soi, mais le soi c'est nous en fait. Et moi ça a toujours été ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui te nourrit en fait dans ce monde? Et j'ai eu plusieurs phases. Et donc dans ces phases-là, voilà. Tu vois, il y a une fille là récemment qui rêverait de lancer son podcast. Et elle me dit, j'ai 1 milliard d'idées dans ma tête, j'ai tellement de choses, je ne sais pas où aller, quoi faire. Et moi, je lui dis, écoute, j'étais comme toi aussi, pareil, il y a 7 ans. J'avais tellement d'idées. On me disait même, mais tu es fou. Enfin, limite, on me prenait pour un fou parce que j'avais encore rien prouvé. Tu vois, et quand tu prouves rien matériellement, on te prend un peu comme quelqu'un vraiment d'à part. Et j'écrivais beaucoup, je dessinais énormément et je me rappelle, je travaillais à cette époque comme vendeur dans un grand magasin. J'avais oublié ce fameux papier que j'ai laissé à la caisse et une des vendeuses avait à regarder ce fameux papier et elle voyait plein de mots, plein de trucs bizarres, des schémas et puis elle disait à sa collègue, il est bizarre ce gars-là, peut-être il va me mettre une bombe, c'est peut-être un terroriste. Je te jure, c'est sérieux. Et ça m'avait marqué, tu vois, ça m'avait marqué. Tu vois, un peu quand t'es un peu à part, on te prend un peu pour quelqu'un d'étrange, bizarre, dangereux, voire même, tu vois, alors que pas du tout. Et donc moi, le premier truc que j'ai fait maintenant, tu vois, il y a 7 ans, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? Moi, c'est tout bête, mais c'était rencontrer des gens. Donc la première question qu'on va te poser, c'est, mais comment tu vas gagner de l'argent avec? Donc... j'ai décidé, tu vois, du jour au lendemain, de plus faire les choses en fonction de ce que les gens attendent. J'ai suivi mes propres envies. J'ai dit, tiens, tu veux faire ça, fais-le. Et sans rendre compte à personne. Sans prouver les choses à qui que ce soit. Tu vois, tu dis souvent, c'est quoi ta ligne directrice? Moi, j'en avais pas, en fait. J'étais attiré par rencontrer des gens. Donc, tu vois... c'est important. C'est important de suivre ce qu'on a envie de faire, d'écouter et pas répondre à ce que les gens veulent entendre. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens un peu comme ça, tu vois, aussi. J'en faisais partie, hein, tu vois. Ah bah moi j'ai aussi vécu hein, au début de tout ça parce que moi j'avais fait une espèce de stage un peu dans mon entreprise en train de créer un truc et tout et du coup à la fin fatalement je leur montre c'est quoi mon projet, c'est quoi mes idées. Mais justement, t'as parlé de phase d'évolution, de plein de choses. Je savais ce que c'était l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'était le dev perso. Après, le reste, ça se construit un peu, tu vois. Je savais que je voulais écrire un livre, que je voulais faire un podcast. Comment créer de l'argent? Écoute, c'est pas ce qui m'est venu tout de suite, mais parce que j'ai quand même certaines chances qui fait que actuellement, je suis toujours chez mes parents. J'ai pas besoin de gagner autant que. Puis globalement, j'aurais jamais besoin de gagner. J'aurais jamais besoin de gagner beaucoup d'argent parce que mes plaisirs, c'est des plaisirs qui coûtent pas cher. Écrire, bon voilà, je vais passer ma journée à lire, à écrire, ça me coûtait 0 €. Alors que quelqu'un qui va aller à l'autre bout du monde, puis ça, bon, prendre l'avion, il y a plein de raisons qui font que c'est quelque chose que je vais pas faire. Du coup, mes dépenses sont réduites, mes besoins de gagner de l'argent sont réduits. Et surtout, quand j'ai présenté ce truc-là à ce moment-là à mon école, je savais que ça évoluait, je savais qu'il y avait des trucs qui étaient importants pour moi, il y avait des trucs que j'avais besoin d'apprendre. Parce que moi, je me suis lancé pour écrire un livre, mais j'ai pas fait d'études en littérature, je sais pas écrire. Donc, fatalement, quand tu commences à écrire un livre comme ça, tu prends pas le même temps, et j'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai dit, je vais prendre telle durée pour écrire mon livre. Mais quelle connerie! J'étais là, en janvier, j'étais là, dans 2 mois, j'aurais écrit un livre. Il y a tellement de choses que tu vois, et comme tu dis, on en avait parlé en off, à un moment donné, tu as interviewé ce type de personnes-là, et entre-temps, ça a évolué. C'est quoi ton type de personne du moment? Là, aujourd'hui, j'interviewe beaucoup des médias. Voilà.
Et pourquoi les médias? Ça, c'est pareil, c'est parti d'un long cheminement. J'ai lancé le média en 2016 et je crois j'étais à 500 et quelques interviews en fin novembre 2022. Je commençais à m'essouffler un peu, tu vois, parce que bien sûr, tu vois, quand on entend parler, on va dire, bon, il y a tellement de gens incroyables, si tu veux, sur cette terre, tu peux pas tout faire, et tant mieux, heureusement. Mais je commençais tu vois, à voir de plus en plus des thématiques, des choses un peu qui se ressemblaient, malgré les formes, les situations. Et là, tu vois, je commençais à me dire, tiens, tu t'as fait des hommes dans un domaine, fait des femmes dans un domaine. Et là, je me suis dit, voilà, tu fais un peu n'importe quoi, Steven, là, tu veux juste combler un truc. Et là, je me suis dit, bon, fais une pause. C'était fin octobre. Et je suis allé dans beaucoup d'events à ce moment-là. Donc, il faut savoir que depuis 6 ans, j'ai pas fait ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, tu me vois beaucoup dans des événements, en train d'aller au bar, discuter avec des gens. Je faisais jamais ça. Pendant 6 ans, j'ai taffé. J'étais dans l'ombre. J'étais en sous-marin. C'est pour ça que les gens sont un peu étonnés aujourd'hui. Et peut-être même j'en vis certains. Ils se disent, mais ouais, il a fait tout ça. Ouais, mais derrière, j'ai fait 6 ans, quoi. 6 ans en sous-marin, j'ai bossé, je me suis déplacé. J'ai pas fait comme toi tu fais aujourd'hui, tu vois. J'étais à l'autre bout de la France. J'ai voyagé à l'étranger pour aller faire une interview, tu vois. J'ai pris le bus, j'ai pris le Blablacar. Enfin, j'ai vraiment charbonné, quoi, pendant 6 ans. Et mais je trouvais des choses dans lesquelles j'ai l'impression d'avoir fait le tour, tu vois. Et là, en écoutant les personnes que j'ai interviewées, en allant dans les événementiels, j'ai retrouvé 2 choses. Steven, aujourd'hui, je veux monter un projet, j'ai besoin de financement, j'ai besoin de communication, j'ai besoin de sponsors, de partenaires. Ok. Et ça, je l'entendais chez beaucoup de gens que j'ai interviewés. Tu vois, en fait, je suis revenu, si tu veux, dans le côté, j'accumule plus les choses ou les gens. Je regarde ce que j'ai accompli, quoi. Tu vois, c'est important parce qu'on est dans l'accumulation aujourd'hui, on veut dire, ah, j'ai fait un tel, je fais un tel, je fais un tel, je fais un tel, je fais un tel, et puis, oui, c'est bien de cumuler, mais à quoi ça sert, tu vois, au final? Prends soin des gens que tu as rencontrés, des premières personnes que tu as, prends des nouvelles. Il y en a certains, ça fait 3-4 ans, j'ai pu enfin, tu vois, ils m'en ont pas voulu du tout, tu vois, limite, parce qu'ils savent très bien ce que je fais à côté. Et là, je me suis dit, ok, fais quelque chose maintenant qui valorise ton réseau, les gens que tu as interviewés. Tiens, ils ont besoin de communication. Et là, je me suis dit, tiens, crée autre chose. Et là, j'ai vu que les médias étaient une force énorme. C'est la 4e puissance mondiale qui va non seulement me permettre, moi en tout cas, pouvoir les aider, tu vois, d'avoir une communication. Donc, je me suis dit, tiens, interview des médias. C'est intéressant comme concept. Tu es un média, mais en même temps, t'es pas un média. C'est-à-dire, t'es pas dans la compétition, t'es pas dans la concurrence, t'es pas dans le... Tiens, on a que ça. Hein. Différencie-toi, et c'est un peu ce que j'ai fait depuis le début, dans le côté partage. Et là, je vais interviewer des concurrents, quoi. Des gens qui font la même chose que moi, même mieux que moi, même mieux de mieux, tu vois. Et mais dans cette rubrique, des grands médias, des petits médias, voilà, mais tout le monde. Et tu vois, depuis ce moment-là, je fais que des belles rencontres et on a fait des collabs. Voilà. Comme quoi la concurrence, ça veut tout et rien dire. Hein. Je pense à Comedia, tu vois, que j'ai interviewé Camille. Après, ils m'ont interviewé. Et moi, tu vois, c'est ce genre de truc que j'aime énormément. Et grâce à ce réseau-là, aujourd'hui, maintenant, je peux aider des personnes que j'ai interviewées. Je peux les mettre en relation avec eux. Donc, tu vois, j'ai répondu à des besoins, des attentes des gens que j'ai interviewés. C'est comme ça que j'ai lancé le rendez-vous des médias. C'est dingue tout ce parcours que tu as résumé comme ça en quelques minutes. Ah ouais, on voit toute l'évolution. Et c'est vrai que moi je me disais, je te vois beaucoup sur des événements. Et pour l'anecdote, on s'est rencontrés sur un événement, un événement de Julia qui était ma première invitée. Et on était 5, on a fini au bar jusqu'au premier train le lendemain matin à parler. Et c'est vrai que c'est vrai que moi j'essaye un peu de trouver mon équilibre par rapport à tout ça parce que d'un côté c'est très enrichissant.
mais ça fait beaucoup d'informations. Et je sais pas comment tu te situes par rapport à ça, mais moi je suis encore dans cette phase où j'ai l'impression j'ai envie de prouver des choses, de construire des choses, et je suis un peu moins dans le côté profiter, faire plein d'événements. T'en es où toi dans tout ça? En fait, de ce que je vois, tu vois, de ce que tu me dis, et puis tu sais, je sais beaucoup les autres créateurs aussi, c'est normal. Tu es dans la période où tu dois charbonner, quoi. Tu dois produire. Moi, j'ai eu un rythme, tu vois, je faisais 4-5 interviews par semaine. J'ai charbonné, quoi. J'ai charbonné. Je me déplaçais, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Je pense que c'est le moment, la période où tu dois construire ton œuvre, un peu. C'est un peu ça. Là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul. Tu vois, sans te mentir, j'ai atteint mes objectifs personnels. J'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer. Il y en a tellement encore d'autres, tu vois, que j'aimerais rencontrer. Mais l'essentiel, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans le relâchement. Mais je continue toujours à faire des interviews, tu vois, malgré ce relâchement. Puis j'ai d'autres objectifs aujourd'hui, tu vois, c'est d'en faire quelque chose aussi maintenant. Donc je l'ai structuré. Plus structuré qu'avant. Donc, travail de communication, de personal branding, c'est des choses que je connaissais pas du tout, tu vois. Même le fait que les gens s'abonnent à ma chaîne, j'ai pas du tout pensé ça au départ, tu vois. Mais aujourd'hui, ouais, je suis dans une autre. Enfin, c'est la suite. C'est pas, je suis pas dérivé de mon chemin, tu vois. C'est important de pas oublier d'où tu viens. Ça, c'est. Tu vois, il y avait un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Voyage du héros, qui se passe en 12 étapes. En gros, il t'explique que le héros rencontre des obstacles au cours de son périple, de sa quête. Donc, il va rencontrer des alliés, des ennemis, des mentors, le Saint Graal. Et quand il atteint le Saint Graal, il se passe plein de choses, comme le fait que est-ce qu'il va y aller ou pas. Des messagers. Et moi, la dernière étape, elle est intéressante parce que quand tu atteins le Saint Graal, qu'est-ce qui se passe? Tu as deux choix. Soit tu reviens à la source. Tu fais une nouvelle quête. Voilà. Ou bien tu dérives et en gros, tu te barres en cacahuète, quoi. Si jamais tu l'atteins, soit tout est fini, soit tout recommence. C'est ça. Aucun des deux est vraiment souhaitable, donc tu fais, hop, tu vas visionner. Et tu vois, le média que j'ai lancé là, donc le nom que j'ai donné, c'est Racines Solaires. Ça relate bien ce parcours du voyage de héros. Racine, la terre, solaire, l'élévation. Mais il est important de s'élever et d'être ancré toujours à la terre. Tu vois, je disais ça à un ami tout à l'heure. Une amie me disait, il y a 5 ans, elle me disait, tu sais, le plus difficile, c'est pas d'évoluer, parce que tu vas évoluer à un moment donné. En bien ou en mal, hein, mais tu vas évoluer. Le plus dur, c'est de rester intact. Ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai eu une phase où, quand tu es dans l'introspection, en fait, globalement, tu débloques des stades et à un moment donné, en fait, de toute façon, la connaissance, elle est partout. Et tu penses juste regarder un film tranquillement et tu te retrouves à dire, oh là là, mais c'est comme ça que ça marche. Et tu te retrouves en fait avancer, peu importe ce que tu fais. Et des fois, faut juste s'ancrer, faut juste que le sol il soit solide sous nos pieds. C'est bien mignon d'avancer tout le temps, mais parfois voilà, il faut quand même, c'est un peu ce ballon. S'il faut qu'il y ait quelque chose qui l'accroche, sinon il part nulle part et il explose. On parlait des pauses juste avant. Les pauses, c'est super important aussi. Il y a des phases où tu vas rien faire et c'est trop bien. Tout à fait. Moi, je le vis beaucoup actuellement, mais notamment parce que je me mets beaucoup de pression. Ça va de mieux en mieux, mais je me mettais beaucoup de pression et du coup, tu as besoin de moments où tu vas rien faire. Toi, ça se passe comment un peu dans ton évolution? T'as toujours autant besoin de toutes ces phases de, entre guillemets, rien faire? Tout à fait, il m'arrive des fois de rien faire, je déconnecte complètement, tu vois, je vais au cinéma, mais j'ai la curiosité, c'est dingue, je suis jamais tranquille. Ouais, c'est pareil. Moi, l'année dernière, j'avais été en vacances, j'ai pas pris de vacances depuis, j'ai fait 1 semaine en vacances. Moi, au bout de 3 jours, j'étais en mode bon, c'est bien sympa à la plage. Et à un moment donné, il y a des choses qui m'intéressent. Dans nos métiers, quand tu parles d'habiter, de passion, il y a des choses qui, tu vois, genre cette notion de rien faire, cette notion de détendre. Il y a plein de choses qui gravitent autour et globalement aller à la plage. Moi j'ai ce désir d'aller à la plage, prendre un cocktail en mode t'as rien à faire, tout est tranquille.
Mais la vérité des faits, c'est aussi que je suis pas un grand fan de la plage. J'ai cet attrait pour cet archétype, cette idée en fait de décompression totale, mais je sais même pas vraiment comment le trouver, et même si je l'avais, est-ce que je l'accepterais? Bon, pas vraiment. C'est pas évident, tu vois. C'est marrant que tu parles de plage, mais tu vois, au moment où je me trouve justement ce genre de pause, mon esprit, il a un côté... ah putain, il veut créer, quoi. Ah là là, je me dis... Ah merde, je me suis reposé, mais j'ai encore plein d'idées là qui viennent, parce que je me suis reposé, tu vois. Le côté, c'est contrôler ça, tu vois. De se dire, bon, t'as plein d'idées, mais c'est pas le moment. Faut que tu mettes ça de côté, profite. Ouais, étonnamment, je m'en étais même pas rendu compte, mais cette semaine, globalement, ça s'est un peu calmé. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est marrant, ça, comme c'est vrai, je m'en étais même pas rendu compte. T'as des phases, mais il est très important de te préserver, tu vois, en termes d'énergie. Tu vois, moi, je dis toujours, c'est un marathon, tu vois, c'est un marathon. Moi, j'ai pas de vacances, pour dire la vérité. Tu vois, j'ai pas eu de grandes vacances. Tu vois, on est en mois de juillet, je me suis même pas rendu compte, je suis tellement dedans. Les vacances, je les prends au moment où j'en ai envie. Tu vois, tout simplement. Je me focalise pas par rapport à juillet, août ou décembre. C'est quand j'ai envie. C'est comme les appels. Des fois, j'ai des appels où j'ai envie d'appeler quelqu'un. J'ai envie de manger, je mange quand je veux. Tu vois, je suis même plus dans le côté, je suis un truc. Je fais comme j'ai envie. Tu vois, par exemple, j'ai eu des rendez-vous importants, des appels importants, des mails importants, le samedi soir, le dimanche matin. C'est là où j'ai compris, en fait, de tout ce qu'on nous dit, c'est pas du tout ça, quoi. Tu vois. Ça, c'est un peu la liberté ultime de pouvoir faire tout ce que tu veux quand tu veux. Et tu te rends compte que y a plein de normes qui ont été faites et c'est très bien pour certaines personnes. Tout à fait, ouais. Le fonctionnement de l'entreprise fait que si tu laisses pas de week-end, c'est compliqué. Mais pour nous, par exemple, on a des journées qui vont être plus chargées que d'autres. Et du coup, tu peux récupérer, par exemple, quand on était au bar jusqu'à 5 heures. Ouais, c'est énorme. Le lendemain, j'ai pas travaillé, quoi. Parce que c'est aussi des choses qui sont importantes et en plus même moi techniquement c'était quand même une conférence, c'était autour des rêves, c'était autour du dev perso, il y avait plein d'aspects qui étaient proches du travail, mais il y avait plein d'aspects qui étaient proches de la détente et c'est quand même à ce moment-là que ça m'a donné l'idée de mon livre, mais vraiment un truc tout con parce que moi j'adore Carl Jung et j'en parlais, il me dit mais faut que tu écrives un livre. Oui peut-être et je m'y suis mis et ouais c'est mais la barrière entre professionnel et je sais pas si tu connais Romain Drouet, mon coach, qui parlait de ça, barrière entre professionnel et perso. Déjà globalement ça n'existe pas parce que si jamais t'es malade, ta maladie va pas partir quand t'es à ton boulot. Mais aussi en particulier pour nos métiers, moi la frontière est très fine entre professionnel et personnel, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on m'a souvent posées. Comment tu gagnes ta vie, comment tu gagnes, est-ce qu'on peut gagner notre vie avec notre passion, tu vois. J'ai eu beaucoup de réponses, mais là aujourd'hui je vais te répondre clairement par rapport à ça. Je pense qu'il est important d'avoir un travail comme important dans cette société-là, tu vois, pas être déconnecté. C'est bien dans la passion, mais il faut vivre aussi à côté, tu vois. Il faut payer son loyer, il faut manger, puis même peut-être investir dans plein de choses, des projets, peut-être tu vois, personnels. Je pense que c'est important de... Enfin, si tu peux vivre de ta passion, c'est génial, c'est top. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas ce privilège-là, il y en a beaucoup, tu vois, c'est à eux que je parle, c'est important d'avoir un pied dans ces sociétés-là et avoir une passion personnelle. Tu vois, c'est pas l'un ou l'autre. C'est bien d'avoir un équilibre. Tu travailles pour quelqu'un, c'est bien, mais il faut que tu travailles aussi pour toi en même temps, tu vois, à côté. Ça fait un équilibre. T'as pas l'impression comme ça d'être utilisé, d'accomplir le rêve ou les objectifs de quelqu'un d'autre. Et c'est important d'avoir quelque chose qui t'appartient, tu vois, un truc qui te concerne toi personnellement, comme toi tu fais. Et un truc qui m'a beaucoup marqué vraiment, c'était le banquet de Platon. Et moi j'étais vraiment en prépa à ce moment-là, les livres de philosophie c'était pas mon truc. Ouais. Il y a vraiment un passage de Diotima qui m'a beaucoup marqué, où elle disait qu'en fait chaque homme cherche l'immortalité, il y a deux façons de l'atteindre. Soit t'as des enfants, qui est la voie traditionnelle, soit t'as la voie de l'artiste, où tu vas créer quelque chose qui va te survivre. Et globalement, bon déjà, pour les hommes, c'est plus si facile que ça d'avoir des enfants. Le couple, c'est quand même des notions qui sont compliquées, je trouve, aujourd'hui.
Il y a tout aussi une notion, enfin, du divorce, globalement, la vie en couple, je trouve qu'elle est compliquée. Et le fait de combler ce besoin-là à travers l'artistique, ça offre une sécurité, une stabilité. Après, voilà, comme tu as dit, il faut faire attention parce que les métiers passion, c'est des métiers qui, pour moi, sont viables parce que c'est ta passion. Ça veut dire que tu vas faire des choses que tu ferais pas pour ton métier. Tu vas avoir des difficultés, tu as des besoins de stabilité. Moi, je sais qu'actuellement, j'ai la chance de pas avoir besoin de ça, mais peut-être que plus tard, vous me verrez vendeur quelque part, potentiellement à la Fnac, dans l'idéal en librairie, ou peut-être que juste à Intermarché, je serai là à la caisse. Parce que pour moi, c'est l'avantage de ces métiers-là où tu fais 35 heures par semaine, tu as un SMIC qui est censé te permettre de pouvoir vivre, si jamais tu t'épanouis assez dans des choses créatives qui vont pas te coûter d'argent. Et c'est des métiers où t'as pas de charge mentale. Tu fais tes 35 heures, c'est fini, et après tu peux faire tes trucs à toi. Et t'as une stabilité en mode, bah, t'as tout ton argent, t'as tout, enfin vraiment, t'as tout qui va bien. Et à côté, tu crées des choses, tu vas loin, t'es ancré, et en même temps, tu peux t'envoler. Parce que vivre de sa passion. Toi, il t'a fallu combien de temps pour pouvoir vivre de ta passion? Peut-être 6 ans. Ouais, c'est ça, c'est très très long. Hein. Parce que moi, quand j'ai commencé le média là, en 2016, je faisais pareil, hein, comme là, récemment, j'ai quitté un autre job qui ne me correspondait pas, mais c'est ça qui est bien. La société, elle est bien faite d'un côté, tu vois. On critique le système, mais tout dépend comment toi, tu utilises les cartes, tu vois, dans ce jeu-là. C'est toi qui contrôles aussi. Hein. J'avais deux jobs, tu vois, je faisais coursier à vélo et le média. Moi, je te cache pas que le fait d'avoir un job à côté, alimentaire, ça m'a permis de renforcer mon mental et ma faim. C'est bien de vivre de sa passion, mais c'est important de ne pas négliger la réalité aussi. Tu vois, ça t'apprend plein de choses, en fait. La réalité, elle te remet en place. Tu vois, t'es personne, t'es un inconnu, le monde n'est pas facile, le monde du travail n'est pas évident, y a plein de choses qui se passent, mais ça t'apprend la valeur du travail. Et oui, il y a de la passion, mais il y a beaucoup de travail, tu vois, derrière aussi. Ça, je ne l'ai pas assez dit, mais tu vois, les interviews, c'est pas que des interviews, il faut s'intéresser, il faut lire. Moi, j'ai lu des autobiographies, j'ai regardé des documentaires. C'est du travail, c'est beaucoup de travail derrière, tu vois, et ça se ressent. Ça se ressent sur le terrain, ça se ressent sur ce que tu fais dans ton média. Mais ça, je le dois grâce au petit boulot, tu vois, que j'ai cumulé. Ouais, c'est souvent ça aussi dans les métiers passion. Peut-être que le cœur, c'est de la passion, mais autour, il y a toujours des choses qui gravitent. Moi, par exemple, je suis obligé d'être sur les réseaux. Ça n'a jamais été ma passion, les réseaux. Ça n'a jamais été ma passion et c'est toujours quelque chose de difficile. Et surtout, moi-même, ces échanges que tu as sur les réseaux, même globalement, quand tu es sur le podcast, bah, tu dois inviter des gens. Tu es là, bonjour, tu voudrais passer sur un podcast? Bah, souvent, tu te fais recaler. Et en vrai, c'est quelque chose que je vais pas toujours super bien. Des fois, il y en a qui disent non, qui te répondent pas et tout. C'est jamais très agréable de se faire que la personne te dise non, tu sais pas toujours pourquoi. Moi, c'est le besoin de compréhension, tu vois, qui fait qu'il y a plein de choses. Et puis même, des fois, t'échanges avec des gens sur les réseaux où tu fais un épisode de podcast, bah t'es en mode ok, super bien passé, trop bien. C'est pas ton pote. C'est pas la même chose. Tu t'es rencontré dans le cadre de les réseaux, il y avait des intérêts d'être de côté, tu vois. Il y a toute une réflexion. Et je pense, c'est un des sujets dont je voulais aborder sur le lien, sur ces échanges actuellement avec la société des réseaux sociaux. Je pense notamment à certains créateurs qui ont plein d'abonnés, qui vont répondre à tout le monde. Et t'en as qui sont en mode, bah, je suis trop pote. Et moi, enfin, vraiment, ça m'est arrivé assez récemment. T'as l'impression de créer un lien, créer quelque chose avec cette personne-là. Enfin, c'est à sens unique, y a rien qui est créé, tu vois. Comment tu vis tout ça, toi? Tu veux dire le côté lien que j'ai avec les gens que j'ai interviewés? Ouais, le côté lien et même toi, ton échange avec... est-ce que tu arrives toujours à les rencontrer? Ou parfois, et des fois, ça se fait complètement à distance? Et en vrai, à distance, c'est pas pareil que si tu rencontres la personne dans la vraie vie? Pas tout le temps, tu vois. Il y a des gens, c'était par téléphone, voire même par écrit. Je voulais interviewer, tu vois, Brigitte Bardot, et je crois qu'elle, c'était par écrit. Mais moi, je voulais la rencontrer, Brigitte Bardot. Je voulais pas un truc à distance. C'est froid, tu vois. L'écrit, c'est puissant, mais j'ai besoin de rencontrer les gens, de sentir leur énergie, regarder leur regard, tu vois.
Mais non, souvent, généralement, on me disait jamais non pour qu'on se rencontre. Ok. Ouais, c'est rare, c'est rare. Les seules interviews vraiment que j'ai faites à distance, majoritairement, c'était beaucoup d'interviews, tu vois, à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, j'ai pas pu aller aux États-Unis, ça c'est sûr. Ou un gars que j'ai interviewé du Japon ou du Maroc. Ouais, c'était souvent... là, il n'y avait pas le choix, tu vois. Ou, ça faut le dire aussi, par flemme. Des fois, j'avais un peu la flemme d'aller à l'ebout. Puis parfois, j'avais pas le temps aussi, tu vois. J'avais 2-3 interviews entre-temps. Il fallait que je choisisse qui vais-je mettre en avant. Enfin, tu vois. Puis, c'est pas évident, tu sais. Il faut jongler, hein. Des fois, si tu veux, je fais quoi? J'ai 20 interviews parfois, en simultané, et je jongle. C'est un truc de fou, tu vois. Et parce que je prévois toujours le plan B, le plan C, le plan D. La personne me dit, tiens, je peux pas jeudi, excuse-moi, je le savais. Faut avoir ce côté un peu intuitif, de pas dépendre de la personne parfois. Donc si tu veux, chaque semaine, j'avançais. Ce qui explique peut-être le côté régulier. J'ai toujours anticipé les choses. Je me suis jamais dit, tiens, j'attends ces 2 interviews-là, c'est sûr que ça va se faire. En fait, j'ai avancé sur d'autres fronts en même temps. Et j'ai lancé tout en simultané. Donc ça demande un agenda, une préparation. Donc c'est pas ça que je te disais, c'est un travail. Il y a la passion, toujours la passion, ça c'est sûr. Mais il faut quand même bien planifier tes trucs et même prévoir. Donc je prévoyais tout le temps. J'avais fait un reel sur ce sujet-là, le sujet du retard. Ouais. Globalement, les gens qui s'énervent par rapport au retard, c'est eux qui ont décidé d'attendre en fait. La personne, ok, peut-être qu'elle arrive en retard, mais surtout maintenant, ton téléphone, tu peux faire 15 000 trucs dessus. Si jamais t'es là à l'attendre, c'est ta décision à toi, tu vois. C'est pas parce que lui il est en retard qu'il te fait perdre ton temps. Tu perds ton temps parce que tu décides de perdre ton temps. Ça reste quelque chose qui, j'aurais tendance à dire quelque chose qui s'apprend. On nous apprend beaucoup à attendre. T'as ce seul truc qui est prévu là. Aussi cette notion de faire les choses dans l'ordre. Tu dis je vais faire telle interview dans l'ordre. Et t'es là en mode j'attends que lui soit passé, ensuite je passerai à l'autre. Ouais, et puis en plus j'ai vu une philosophe parler de l'attente. Parce que l'attente était un pouvoir que tu accordes. Enfin, quand tu faisais attendre quelqu'un, tu as un pouvoir sur la personne. Que ce soit, c'était intéressant, elle disait même en amour, tu vois, en amour c'était ça. Ah, mais complètement. Et même dans le parler à l'oral, ouais. La pouvoir des pauses, ceux qui arrivent à tenir leur pause, donner de la force à la pause, faire attendre la personne en face de lui. Ouais. Déjà globalement, moi c'était une série comique qui parlait de ça justement, c'est Brooklyn Nine-Nine, je sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas. C'était en gros t'avais Terry, le mec bien musclé que tout le monde respecte, et t'avais la petite fille qui a un peu le côté un peu geek, un peu nerd de rat de bibliothèque. Elle est vraiment dans son organisation, les bouquins, etc. Mais comment tu fais? Et il disait mais tu fais ça. Et pour savoir si jamais les gens sont vraiment attentifs, il faut que tu te sers un verre d'eau et tu vois si jamais ils t'attendent, c'est que t'as réussi, t'as gagné. Ah. Et du coup elle avait échoué. Mais moi j'adore les séries comiques parce que je trouve que sous le déguisement de l'humour, il y a beaucoup de messages derrière. Ouais. C'est marrant aussi que tu parles de philosophie, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci. Mais parce que j'avais une vision assez négative de la philosophie qui pour moi était très désancrée de la réalité. Et justement, quand tu parles de l'attente, ça c'est concret, tu vois, c'est dans la vie de tout le monde, ça sert à quelque chose. Et pareil, il y a des théories de philosophie. Bon, déjà, il y a des théories de la philosophie, de stoïcisme qui existent toujours aujourd'hui. Alors que bon, ça existe depuis longtemps et les gens savent même plus qu'ils sont impactés par tout ça. Mais le stoïcisme, ça, c'est de la philosophie qui est utile à ta vie. L'existentialisme de Sartre aussi que j'aime beaucoup. Et t'as des philosophes qui vont partir complètement n'importe où et en plus ils écrivent des trucs que tu peux pas suivre. Et donc je trouve que la philosophie que tu peux rattacher à la vie est très riche et très proche de ce que j'aurais tendance à appeler le bon développement personnel. Tout à fait. Ça me rappelle la première personne que j'ai interviewée, Gassan, qui était fan qui adore la philosophie, tu vois. On parlait de la qualité et de la quantité, tu vois. Et il sortait une phrase de Hegel. Il disait entre la qualité et la quantité, il y a la mesure. Et j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, cette phrase, la mesure. Pareil, tu vois, un autre gars que j'avais interviewé qui me disait moi, c'est pas la vérité que je cherche, c'est l'exactitude. Tu vois, c'est bien dit. Ouais, moi j'utilise le terme justesse.
Mais ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Notre société est un peu en mode la vérité, la vérité, la vérité. Si elle veut une vérité complètement absolue, complètement générale qui n'existe pas. Mais la philosophie, c'est très... Enfin, tu vois, je crois que plein de gens ne connaissent pas. Enfin, la puissance, c'est que... Philosophie te permet de comprendre le monde et de situer, tu vois, justement. Pas partir dans tous les sens. Ça te donne des repères. Tu vois, grâce à ça, moi, j'ai pu analyser beaucoup de choses, beaucoup de situations grâce à la philosophie. Ça m'a permis de savoir, voilà, pas faire n'importe quoi, tu vois. Le temps, la notion du temps, la qualité, la quantité, l'analyse de l'histoire, la géopolitique. Ouais, tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec les médias, avec l'art. Mais si, c'est lié. Ah si, bah déjà pour moi c'est de l'art. Et par exemple la citation que tu donnais d'Hegel, tu vois, c'est pas juste un enchaînement de mots, il y a une réflexion sur comment ces mots s'enchaînent. Et même quand tu l'as dit, il y a une façon de la mesure arrive d'une certaine façon, tu vois, qui lui donne un poids. Il y a tout un art autour et certains philosophes ont plus ou moins cet art-là. Moi je pense à Clément Rosset. Lui j'avais lu et vraiment tu sens mais c'est presque de l'ordre du jeu Ouais, dans son utilisation c'est ça. du mot. Et c'est vraiment quelque chose de très artistique. Et quand j'ai débuté, j'avais un peu du mal avec ça. Moi, je suis là pour apprendre quelque chose. Je suis pas là pour te voir jouer, pour te voir t'amuser. Et maintenant, c'est différent parce que je vois une beauté, tu vois. Genre, je trouve ça juste magnifique. C'est cette approche incroyable. Et c'est aussi ça que je cherche. Et pour moi, c'est incarné, tu vois. Genre, quelqu'un qui va être joueur, qui va pouvoir aborder des sujets lourds, mais avec une légèreté. Tu vois, ça c'est quelque chose qui m'intéresse moi, et que j'avais plus tendance à retrouver dans le dev perso, dans des coachs, alors que souvent le philosophe, enfin, moi j'avais une vision, une vision du philosophe chiant. Et en soi, je suis aussi un peu ce philosophe chiant, mais je cherche à être philosophe déjà, et je cherche aussi à être ce philosophe qui a cette approche artistique en fait, qui va chercher en fait la beauté dans la vie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pour moi la philosophie, c'est chercher la vie dans la vie. Cette notion de les gens qui vont chercher à survivre et les gens qui vont chercher à vivre. Et pour moi, vivre, ça passe par cette vision épicurienne de combler ses désirs, se faire plaisir, sachant que épicurien, c'est pas compris aujourd'hui. C'est pas juste suivre ses désirs, faire n'importe quoi. Non, il y a une vraie réflexion sur les désirs. C'est vraiment quelque chose de très riche, d'incroyable, et qui est pas. Il y a une vraie réflexion derrière. Et globalement, toute la philosophie, il doit y avoir une réflexion derrière. Si jamais quelqu'un te dit qu'il est à tel mouvement, alors qu'il réfléchit pas, ah non, ne parle pas de philosophie. Mais ça rejoint ce que tu dis. Par exemple, tu vois, quand je visais une thématique en particulier, par exemple le stress, bah, j'allais chercher des personnalités qui allaient en parler, mais pas forcément des spécialistes du stress. J'allais voir un jardinier. Voilà. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec le stress? Bah, moi, je voulais avoir sa philosophie, sa vision. Et ça me fait penser à un film que j'avais vu, c'est Docteur Chance. Un vieux film, tu vois, de l'époque. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais il est très très connu. Et c'est un jardinier en fait. On dit qu'il est pas intelligent, qu'il est bête. Et en fait, c'est fou parce que dans ce film-là, chaque phrase qu'il disait, en fait, tout le monde le prenait comme un truc de fou, quoi. C'est sérieux. Même le président des États-Unis, tu vois. Donc le mec, c'est un jardinier. Et le président lui demandait, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, sur ça. Et lui, il prenait toujours de son langage de jardinier. Il philosophait, tu vois, par rapport à ça. Et puis le président disait, mais voilà, c'est super intéressant, c'est ça que je devrais faire et tout. Et moi, je crois que la connaissance, elle est multiple. Tu vas aborder une thématique et moi, je trouve ça toujours intéressant de donner la parole à quelque chose qui a rien à voir à ce que tu vois dans la forme. Et bien évidemment, tu vois, dans ce truc-là, il faut faire aussi un équilibre. Il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi. C'est par exemple, tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'on donne beaucoup la parole à des gens, je trouve, qui sont pas légitimes. Il y en a pas mal. Tu vois, j'avais interviewé un professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, qui a eu comme élève Gérard Depardieu, Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, des grands. Et dans une interview, il disait, prenons l'exemple d'un crash d'avion, et tu vois les médias en parler. Jamais on interroge l'ingénieur pour comprendre la cause de ce crash. On va interroger souvent le voisin
ou la maman qui est avec son petit enfant, tu vois, dans la rue et qui voit l'avion. Et en fait, il disait, mais c'est pas intéressant. Leur avis n'est pas intéressant. C'est pas ça qui est le plus important. C'est comment cet avion s'est crashé. La cause, en fait. Pourquoi on n'interroge pas les ingénieurs? Tu vois, ce pourquoi il s'est crashé. On va interroger les gens sur ce qu'ils ont ressenti de ce crash, de leur balcon. C'est un peu ça aujourd'hui, tu vois. On donne la parole à ça, quoi, je trouve. Mais parce que ouais, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est l'attention des gens. On veut pas leur donner des réponses, on veut juste prendre leur temps et c'est toute une autre problématique. Actuellement, enfin, en particulier les médias, hein, il y a plein. Mais tu vois, regarde, mon travail est axé sur ça, tu vois, axé sur des gens vraiment légitimes. Alors, légitime, c'est un grand mot, mais vraiment, j'ai interrogé des gens dans plein de domaines différents, mais des gens vraiment qui ont fait leurs preuves. Je choisis pas tout et n'importe quoi. Tu vois, on dit le vrai est dans le tout, comme dit Hegel, il a raison, mais il faut pas mettre tout et n'importe quoi non plus. Je sélectionne, c'est vrai, je sélectionne des gens dans chaque domaine. C'est un peu des superstars dans leur domaine, certains. Tu vois, je pense à Yves Coppens, qui a découvert Lucie, avec son équipe. Michel Brunet, qui sont des grands archéologues, que plein de gens connaissent ou connaissent pas, mais voilà, j'ai vraiment fait un travail de recherche dans chaque domaine différent, et même dans la spiritualité, tu vois, même dans la science. Je me suis vraiment documenté. Ouais. Mais tu vois, tu disais que la connaissance est multiple. Pour moi, c'est plus qu'en fait, dans le cœur de chaque chose, il y a une seule chose, tu vois. Tout à fait. Globalement, tout converge vers l'humain. Ouais. Et donc, quand tu parles par exemple du stress, peu importe où tu y vas, globalement, il est présent partout. Et déjà, les analogies, la façon dont utiliser le langage de jardinier, par exemple, je trouve ça trop intéressant. Et globalement, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui se regroupent, et justement parce que nous, on est à la convergence de tout ça. Et ça, je trouve que c'est très très riche. C'était Alain Baraton que j'avais interviewé, c'était le chef jardinier du château de Versailles. Ah oui. Tu vois, en fait, c'est ça que je veux te dire, je donne pas la parole à n'importe qui en même temps. Ouais. Et derrière ça, lui, il a rencontré beaucoup de gens, ce monsieur. Et ce que j'aimais bien aimer chez lui, c'est qu'il te parlait de nature, d'arbres et tout, et il y avait un côté historique, donc il te racontait l'histoire en même temps. On a eu une petite coupure, petit problème technique, l'appareil est surchauffé, je suis sur un nouvel appareil super, mais ça surchauffe contrairement au portable, donc pas de chance. On va peut-être revenir sur un peu la question du lien. Toi tu m'avais parlé, je savais pas que tu avais échangé avec des philosophes au cours des interviews, et grosso modo comment c'est ton évolution à travers ces liens. Il y a aussi une notion que je trouve très intéressante en fonction de la personne, de comment elle te voit, tu te vois aussi un peu à travers tout ça, et le fait d'avoir autant de regards aussi variés que ça sur toi, en fait, il y a tellement de choses dans tout ça qui doit faire que ton évolution elle doit être incroyable. C'est pas faux. Je dis toujours, chaque personne que j'ai interviewée, un peu comme Voldemort, tu sais, avec ses artefacts, il met une partie de son âme dans chaque objet, chaque personnalité représente une partie de mon âme. Ça me fait penser à une notion de Spinoza. Je vous conseille pas spécialement le livre, il est difficile, mais c'est intéressant parce que c'est une notion ensembliste. Et grosso modo, tu prends chaque individu comme un petit ensemble, et en fait, ce qu'il dit, c'est que quand il y a un contact, tu vois ça un peu comme t'es une petite patate, mais une petite patate qui est plus ou moins malléable. Et en fait, ta petite patate va rentrer en contact avec d'autres petites patates. Et du coup, elle va laisser une marque, elle va laisser une empreinte. Et du coup, en fait, cette empreinte, cette existence de la petite patate, ça a toujours existante en toi, à travers cette empreinte. Et du coup, tu es formé à travers tous ces petits contacts, ces petites collisions, et du coup, tous ces gens-là. Et évidemment, les petites patates, c'est les humains avec qui on échange. Et du coup, c'est comme ça, cette construction de l'individu qui se fait dans tous ces échanges. Spinoza, qui a des notions, il l'aborde d'une manière intéressante. Je trouve que ça se décale vraiment, c'est très mathématique. Je fais un peu de maths, ça m'intéresse. Je comprends assez bien, même si je comprends pas exactement pourquoi il a décidé les maths. Mais du coup, tu as des notions comme ça qui sont très belles, je trouve. J'aime bien Spinoza aussi. J'aime beaucoup. Mais ouais, donc tu vois, à chaque fois, c'est toujours sous un angle, j'aime bien dire artistique et en même temps poétique. J'aborde les choses. Tu vois, c'est pour celles et ceux qui voient sous ce prisme-là, ils vont comprendre du coup le pourquoi du comment j'ai
interviewer un tel, un tel, un tel. Et avant de lancer tout ça, quand tu l'expliques comme ça, c'est comme je t'ai dit au début, on te prend pour un fou. Donc là, maintenant un peu moins. Mais aussi parce que ce travail de dev perso, d'introduction, d'introspection, tu mets le nom que tu veux, il y a 15 000 noms qui existent. Moi, mon nom de cœur, c'est l'individuation. Pour ceux qui n'ont pas regardé, le nom du podcast, c'est Vivre l'individuation. C'est une notion qui a été mise en place par Jung. Mais parce qu'il y a plein de noms qui existent. Le dev perso, bon, maintenant, les gens, ils ont leur image qui je trouvais pas forcément très bien. Mais du coup, cette notion de travailler sur soi, tout le monde l'a pas, en fait, tout simplement. C'est ça, exactement. Bah, d'ailleurs, j'ai fait un livre dessus qui s'appelle Le chemin, la forge de soi. Ah ouais, t'as écrit un livre? Ouais, j'ai fait un livre aussi. Tu vois, donc chemin avec un S, parce qu'il y a plusieurs chemins dans la vie. Et la forge de soi, pourquoi la forge? Parce que les forgerons, bah, tu vois, travaillent le métal, l'acier, enfin le fer. Et se forger, c'est important, c'est travailler sur soi-même. Ouais, moi, ça me fait penser à l'alchimie. Oui. L'alchimie aussi l'alchimie, c'est compris comme ils font des petits mélanges et essayent d'avoir la pierre philosophale. C'est pas ça, l'alchimie. L'alchimie, ça se passe avant tout en soi, en fait. Tu vas et c'est beaucoup avec les opposés. C'est très proche de la pensée de Jung. Jung qui a beaucoup creusé l'alchimie. Et donc, en fait, t'as des idées opposées, Jung appelle ça des dualités, qui vont exister. Et tu vas tempérer chacune pour essayer de les unir. En fait, c'est cette notion il y a le yin-yang, donc il y a le noir et le blanc qui existent. Et au-dessus de ça, il y a le gris qui est ni le noir ni le blanc. Et en même temps, c'est le noir et le blanc, tu vois. Ouais. Les hindous, ils ont cette notion de divinité qui est à la fois homme et femelle et aucun des deux, tu vois. Il y a cette notion de transcender les deux. Et justement, c'est ça un peu l'alchimie. Et moi, j'avais vu un reportage sur un mec super intéressant sur l'alchimie où, en fait, tu as aussi un transfert des impuretés du corps dans le métal. Et il disait, voilà, t'es là, tu tempères ton métal et il y a des trucs qui apparaissent, d'où ça vient. Et ce qu'il disait, c'est que ça peut venir que de toi. Après, ça dépend évidemment de tes labos. Il y a aussi un aspect très... on est en Occident, donc il y a forcément un aspect qui est très scientifique. Il faut attention à ce que la salle soit bien. Il y a vraiment un côté expérimental aussi. Mais du coup, voilà, dans l'alchimie, il y a plein de choses que je trouve très très intéressantes. Et du coup, voilà, donc tu disais, ouais, c'est se forger soi. Ouais. Et donc toi, en fait, le marteau, c'était un peu les autres. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et puis, se trouver, se retrouver, tu vois, c'est important. Donc, moi, à travers chaque rencontre que je faisais, c'était un peu comme des mentors. Hein. Je rencontrais un peu comme un... Je crois que c'est très dans les contes, tu sais, orientaux, japonais, le héros qui voyage à travers le monde, une quête, puis il rencontre des personnages au fur et à mesure qui lui apprend des choses, des maîtres. Et c'est un peu ça mon truc, tu vois. Je me suis dit, tiens, je t'ai parlé du jardinier, je me suis dit, tiens, lui, c'est le maître des arbres. Tu vois, côté un peu geek. Marcel Campion, donc le roi des forains, je me suis dit, tiens, lui, c'est le roi des forains. Tu vois, on est dans un autre univers et c'était comme un voyage, tu vois, tout ça. J'ai pris ça comme un jeu. Je me suis amusé à faire tout ça, mais après, voilà, ça t'emmène vers des belles rencontres. Mais tout ça, en fait, c'est accessible à tout le monde. Hein. Je me suis pas dit, tiens, c'était impossible. Jamais je me suis dit, c'était impossible. Faut y aller, faut oser. J'ai eu beaucoup de refus aussi, hein, tu vois. On parlait de refus, là, de noms. Des noms, j'en ai eu beaucoup, hein, j'en ai encore. Des fois même, j'ai des gens qui répondent même pas. Mais ça fait partie du jeu. Et puis des fois, tu as des belles surprises. Voilà. Des fois, tu te dis, si cette personne a dit oui, c'est que c'est peut-être aussi la bonne personne aussi. Ouais. Si les gens disent non, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Tu vois, des fois, il y a des choses comme ça qui t'expliquent pas, en fait. Mais il faut continuer. Il faut croire en ce que tu fais. C'est important mais surtout de pas le faire pour le faire. Moi, je me suis toujours dit, si je fais ça, si je me lance dedans, c'est parce que j'ai envie de le faire. Donc, il y a des jours, tu vois, ça m'est arrivé, hein, des semaines où je faisais aucune interview, hein, évidemment, où je rencontrais des gens. Là, tu as 600 interviews filmées, mais il y a plein de gens que j'ai rencontrés que j'ai pas filmés. Bah oui, et puis globalement, c'est ça aussi la vie, hein. Tu filmes pas toutes tes rencontres. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'était une remarque que je m'étais fait une fois. Je parlais avec un pote, et je m'étais dit, c'est trop bien la conversation. Tu vois, genre, si jamais on les filme, on l'aurait mis sur les réseaux, tu vois, il y a une vraie richesse. Et enfin, évidemment, tu vois, je viens pas au resto avec tout mon matériel. Non, bah non. Ouais, il y a
des gens incroyables, tu vois, avec qui j'ai parlé, j'ai même eu au téléphone, ça n'a jamais été fait, filmé. Mais voilà, je dis toujours, c'est les rencontres qui comptent. Et ouais, mais aussi il y a le fait où tu vas interviewer un peu tout le monde. Moi, c'est aussi un des trucs que je veux faire. Ce week-end, je vais interviewer un de mes potes. Et en plus, lui, il est vraiment très loin de tout ça. Et parce que justement, on parlait d'artistique et de poésie. Pour moi, en fait, mon objectif, c'est un peu de contempler. Et contempler, en fait, c'est voir la chose sur tous les points de vue et trouver le point de vue sous lequel cette chose-là, elle est belle. Et donc c'est ça, en fait, je fais une collection de regards à travers mes interviews. Excellent. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a pas forcément que les interviews. Moi, par exemple, je vais interviewer mes potes. Bon, le truc, c'est que tes potes, à un moment donné, tu connais leur regard. Donc moi, c'est plus pour vous le montrer, mais je pense pas apprendre de choses sur mon pote. Mais aussi parce que je suis dans cette démarche-là qui est pas forcément dans la société. Peut-être qu'aussi parce que je suis introverti, mais moi, voilà, quand je vais parler à quelqu'un, ça va être assez vite des conversations profondes, sans tabou. Mon pote a fait des choses dont il pourrait avoir honte, il me les a dit, pareil de mon côté, tu vois, on se dit tout ça, et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant, tu vois, genre si jamais il allait cacher quoi que ce soit devant la caméra, là par contre je l'aurais pas interviewé. Pour moi ça c'est le seul critère. Si jamais tu viens en honnêteté, sans tabou, là c'est bon. Si jamais tu viens pour montrer une image que tu as envie de montrer, là ça m'intéresse pas. Donc c'est ça aussi. Et puis il y a pas que les interviews. J'ai lancé il y a pas longtemps, j'ai pas encore trouvé de nom, pour l'instant je l'appelle le café de la réflexion. Grosso modo, l'idée c'est de regrouper des gens. Il y a un petit aspect café philo, mais grosso modo c'est juste des réflexions, c'est juste montrer son point de vue, montrer son regard sur le monde, et d'avoir comme ça une petite collection de regards sur une thématique précise. Et là du coup le prochain fera un peu suite de cet épisode-là, ça sera jeudi, je crois que c'est le 13, bon voilà, où ça sera sur cette réflexion du lien, comment tu grandis avec les autres. Et voilà, parce que tout ça, on n'est pas tous obligés de faire des interviews et on peut pas forcément tous faire des interviews. Heureusement, parce que sinon tu vis pas vraiment, quoi, tu vois. Ouais. Et d'un côté, on a un peu trop de concurrence, et d'un autre côté, il y a déjà plein de gens qui font du podcast. Et en fait, tu te rends compte que tu as quelques podcasts qui gravitent autour de toi. Et même moi, qui en consomme beaucoup, je connais pas tous les podcasts, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, et tant mieux, hein. Tant mieux, c'est super qu'on vit dans une époque intéressante, tu vois, par rapport à ça. Mais voilà, il faut faire les choses avec des bonnes intentions, on va dire. Ouais, C'est je suis important. complètement d'accord. Après voilà, c'est aussi une réflexion sur les valeurs, il y a une réflexion sur ce qui est conscient et inconscient. Pour moi, c'est important de mettre du conscient dans l'inconscient. Et rien que tout con, savoir c'est quoi tes valeurs principales, tout le monde le sait pas. Tout le monde le sait pas. Moi, il y a de l'authenticité, il y a de la bienveillance. Et la dernière, c'est une notion d'inconditionnalité qui dépasse un peu en fait cette authenticité dans le sens où je vais faire les choses à ma façon, peu importe ce qu'il y a en retour, tu vois. C'est un peu une authenticité poussée à la limite. Et je crois que j'en ai une autre qui remplace l'authenticité, du coup, qui est entrée dans l'inconditionnalité, que j'oublie. Mais c'est ça mes plus grosses valeurs, et sachant que je pense qu'il y a aussi potentiellement de l'ouverture, un grand besoin de compréhension. Mais par exemple, avant, j'étais dans la compréhension, mais dans cette vision de la vérité absolue, alors que maintenant, j'ai ma vérité que je cultive, et les autres ont leur vérité, tu vois, et leur vérité intéressante, etc. Toi, ça serait quoi tes valeurs ? Les valeurs, bah, comme toi, l'authenticité. Après, j'aime... comment dire ? Je crois que je suis attiré avec des gens, bah, c'est un peu mon caractère, hein. J'aime bien les gens qui font pas trop de bruit, tu vois, qui parlent pas trop, qui montrent tout ce qu'ils ont fait, mais qui font. Et tu vois, c'est comme un jeu, en fait. C'est un jeu et dans ce jeu-là, t'as des bâtisseurs qui font pas de bruit. Ça m'intéresse. C'est ces gens-là qui m'intéressent. Des gens de l'ombre. Ouais, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Des gens qui font avancer la société, qui nous permettent d'être là, je sais, ils nous rendent service, tu vois, dans le bon sens du terme, pour le bien commun, tu vois. C'est ces gens-là qui m'intéressent énormément et qui, moi, je trouve, sont pour la plupart des héros ou des héroïnes, tu vois, qui méritent tellement qu'on les mette en lumière, pas pour leur ego, mais tu vois, c'est pour... moi, je pars du principe, c'est bien de mettre ces gens-là comme des sources d'inspiration, notamment pour les jeunes, la jeunesse. Donc, les jeunes, c'est vaste comme mot, mais c'est bien dans une société aujourd'hui où, tu vois, il y a
plus beaucoup de repères, c'est bien de mettre des gens comme ça en lumière. Et justement, on parlait au début du podcast de la légitimité. J'avais écouté un podcast de Eric Flagg où justement il parlait de la légitimité de David Laroche. Avant, David Laroche, il avait de la légitimité parce que c'est des choses qu'il a vécues. Il parlait de son vécu et du coup, pour eux, il était légitime. Maintenant, il parle plus de son vécu et pour eux, il était plus légitime. Pour moi, c'est juste qu'il va chercher sa légitimité ailleurs. Après, est-ce que c'est une bonne légitimité ou non? Ça, je ne sais pas. Mais maintenant, David Laroche, c'est considéré comme une figure, c'est considéré comme une pointure, pour des raisons qui sont des raisons. Il n'y a pas de bon ou mauvais, tu vois, c'est les opinions de chacun. Mais il se sent plus besoin d'asseoir sa légitimité. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que tu as des gens qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de choses, qui disent des choses très bien. Et parfois, tu en as qui sont justement dans l'ombre et qui disent des choses encore mieux. Après, notion de bien ou mieux, c'est ce dont tu as besoin à ce moment-là. Mais voilà, parfois c'est pas parce que t'es celui qui a le plus, c'est pas parce que t'es celui qui parle le plus fort. Tout ça, c'est les réseaux. Il faut parler fort, il faut être sûr de soi et pas mettre de nuances. Alors que toute la philosophie, c'est de la nuance. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est dans la nuance. Donc, t'as des personnes pour qui c'est plus difficile de se mettre en avant et t'en as qui vont facilement se mettre en avant. Alors que voilà, potentiellement, t'adhères ou t'adhères pas avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font, quoi. Moi, je te partage un truc, tu vois, parfois ça agace certains de me voir faire des choses que sont pas capables de faire, mais parce que je suis pas dans une posture, tu vois, je me montre pas en mode je suis fort, je parle fort. Et ils se disent, putain, ce gars-là, tu vois, je me compare un peu à Peter Parker, tu vois, le mec un peu maladroit, pas sûr de lui et tout ça. Il se dit, putain, le mec, vu comme ça, on dirait, il paraît pas grand-chose, mais il arrive à faire ça. Ça agace. C'est un peu un décalage par rapport aux normes. Quand tu le vois, tu dis, ouais, il fait tout ça d'incroyable, et en même temps, il est ça. Et tu as cette notion de, pour avoir ça, il faut être ça. Alors que déjà, non, pas forcément. Je suis l'anti-gars, si tu veux, qui va aller harceler la personne. Je fais avec une force tranquille. Tu vois, j'aborde ça tranquillement. Et en fait, ça agace aussi parce que c'est naturel. Tu vois, je joue pas. Je suis... Ouais, et puis après, peut-être aussi que t'en as qui aimeraient justement être dans cette tranquillité, mais tu vois, Ouais. dans la société de la motivation, de la discipline, les devs perso, c'est on va marcher sur le feu. Moi, je change, j'avais mon coach, ça c'est une partie sur laquelle j'adhère un peu moins, où t'as des moyens de hack le cerveau, où par exemple, tu vas te taper sur le corps, tu vas monter en énergie, tu vas faire des mouvements rapides, tu vois, t'augmentes ton rythme cardiaque. Voilà, tu montes en énergie et tu vas passer des caps mentales, tu vois. Et donc tu te forces, t'es là, t'es dans le mouvement, t'es dans l'énergie. Mais c'est pas quelque chose d'agréable, tu vois, tu vas à l'encontre de ta nature, alors que tu pourrais tout simplement être, et les choses viennent. C'est de la posture pour moi, tu vois. En fait, moi à la base, j'ai une culture de sport. J'aime le sport. Et j'ai analysé le sport, comment t'entraîner, bien t'entraîner. Et là, ce que je vois, c'est en mode... tu sais, ça me rappelle un peu, j'ai un marathon dans une semaine, et pendant les 3-4 derniers jours, je vais m'entraîner, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Tu vois, si on compare un peu les choses, ça demande un entraînement de plusieurs mois, voire années, et ça se construit. Ouais, moi justement, j'ai un cousin qui est du coup, il est beaucoup dans le triathlon, marathon, enfin globalement il fait tout. Et tous les matins, il se lève à 5 heures, il fait 2 heures, soit course à pied, soit vélo, C'est une discipline, soit une natation. rigueur. C'est ça. Après, voilà, est-ce qu'il est dans les disciplines de la rigueur? Pas forcément, tu vois, genre, je pense que ça lui plaît. Après, je sais pas exactement les détails, tu vois. Mais voilà, tous les matins, il passe, voilà, 10 heures par semaine, il fait son truc. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver, c'est pas parce qu'il s'est mis une semaine avant. Et tu vois, pour certains, la façon dont t'abordes, t'en as où ça va être facile, tu vois, ils vont faire de la course parce qu'ils aiment, et t'en as qui vont se forcer. Bon, sur le long terme, il y a qu'une des deux personnes à l'arrivée, hein. Et du coup, c'est normal et tu vois, mais ça se trouve, t'en as qui vont se forcer à courir et qui vont être jaloux de ceux qui arrivent à le faire naturellement. On est beaucoup dans une société comme ça, quoi. Là, j'avais vu un reportage d'un journaliste, tu sais, qu'il filmait un peu comment il filmait, il faisait ses interviews, ses émissions, et il disait une des choses les plus importantes, c'est l'énergie. Et pour avoir cette énergie-là, il faut prendre soin de ton corps. Bien dormir, bien manger, pour durer, quoi. Ouais. Tu vois, faut pas négliger ce côté-là. Moi, j'ai pas beaucoup de pratiques physiques. Par contre, le sommeil, pour moi, c'est vraiment, il y a rien de plus important que le sommeil. Manger, moi, j'ai une grande peur de louper des repas. J'ai vraiment une grande peur de louper des repas constamment.
Manger pour moi c'est important de pas louper les repas. Et justement actuellement je suis pas mal je m'enseigne beaucoup sur l'Ayurveda. Ok, intéressant. Et du coup pareil plus en accord avec mes valeurs où c'est de l'écoute. C'est tu manges quand tu as besoin de manger, tu réfléchis à ce que va faire les ingrédients sur ton corps. Toute cette réflexion que le culture occidentale n'a pas du tout, tu vois. Ouais. Et c'est pareil aussi ça que je cherche grosso modo dans tout ce que je fais. Je veux que ok je fais ça, mon corps me dit que c'est bon pour moi. Bon, je prends pas directement l'information, je réfléchis sur cette information en bon épicurien. J'analyse cette réponse de mon corps en fait. Et là, je vois avec cette réponse, je fais en conséquence, tu vois, et toujours avec cette écoute du corps que je mets partout dans ma vie en fait. Ouais, c'est important. Et c'est important, et justement, pour moi, il y a un peu deux développements personnels. Il y a le masculin qui va être très entrepreneurial, qui justement est très loin à l'écoute du corps. Et tu as le féminin, qui est malheureusement beaucoup trop de femmes, ce que j'aimerais changer un peu, où là justement il y a plus d'écoute, il y a plus de naturel, et il y a une approche qui est différente. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui dérange. Autant la femme a le droit de faire des choses d'homme, de plus en plus, même si une femme qui fait de la muscu c'est toujours très critiqué, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi une femme, même une femme très musclée, ça reste quelque chose de très joli. Bref, c'est un autre débat ça. La femme a cette autorisation à faire des trucs d'homme. Pour moi l'homme a un peu moins cette autorisation à faire des trucs de femme. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est intéressant ça. Ouais, après pour moi c'est vrai c'est un grand sujet, cette distinction homme-femme, déjà on crée cette distinction, t'en as qui refusent cette distinction. Ça serait un vaste sujet, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Ça fait déjà un petit moment qu'il parle, on va clôturer sur toute cette très belle notion où justement on finit sur ce côté, sur ton énergie, et pour moi c'est ce qui compte le plus. Et j'espère que justement c'est pour ça que j'ai acheté une caméra, j'espère que tu as retransmis cette énergie à tout le monde, qui peuvent voir ça comme moi je le vois, même s'ils n'ont pas eu toute cette chance on a parlé beaucoup en off, c'est une conversation qui est très riche, j'espère qu'ils vont toucher un peu de cette richesse. Et merci à toi, merci Steven pour ce moment. Merci Marius pour tes questions, pour la bienveillance de tes questions, l'écoute que tu as. C'est important l'écoute, tu vois, dans cette société où on parle beaucoup mais on n'écoute pas assez. Parfois, tu vois, ça peut même faire peur des gens qui t'écoutent tellement parce qu'on n'a pas l'habitude. C'était une femme qui me disait mais pourquoi tu parles pas? Parce que je t'écoute. Tu vois, c'est un peu contradictoire. Mais ouais, en tout cas, pour celles et ceux, n'hésitez pas, si vous me voyez, de me parler parce que j'ai 3-4 personnes qui me disaient j'ai pas osé te parler parce qu'il y avait des gens autour. Allez-y, quoi. Ne dérangez pas. N'hésitez pas à te suivre aussi sur tes différents réseaux. Tu préfères qu'ils te suivent où? Alors, chaîne YouTube, Steven K. Il y aura tous les liens dans la description. Voilà, et puis j'ai Instagram et puis LinkedIn. Je suis beaucoup sur LinkedIn aussi. Merci à toi.